Est-ce que le prochain Facebook viendra de Cube3? La saison 1 de Cube 3 s'est fait dans un bear market, long et profond et compliqué et chiant. C'est l'objectif premier d'un chef d'entreprise, d'une startup, cracher du chiffre d'affaires et puis de l'EBITDA. J'ai monté un média web, il y a, un paquet de temps maintenant avec, Hugo Décrypte. Bonjour à tous et bienvenue dans les épisodes des podcasts de Cryptosphère. On est aujourd'hui dans un endroit particulier, Valentin. On est chez Cube3 à Angers. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est ici? Eh bien, je suis très content, que tu sois, ici, Maxime, effectivement, dans nos locaux à Cube 3. Pourquoi on est ici? On est ici parce qu'on va, signer ensemble dans quelques minutes un partenariat très stratégique pour, je pense, et Cube 3 et Cryptosphère. Parce que j'adore, l'essence que vous avez à Cryptosphère de fédérer des étudiants, de fédérer, de créer des événements et de sourcer aussi des jeunes talents, qui sont passés par le Cryptosphère Accélérateur notamment et qui sont désormais accélérés à Cube 3. Et donc, bah, voilà, pérenniser cet accompagnement, heu, notamment avec une série de podcasts que je crois que tu animeras dans ce studio même, Tout à fait. avec certaines de nos startups. Et puis aussi, voilà, sourcer des projets, que vous allez nous présenter qui seront très pertinents. Faire des learning expeditions, de recevoir certains de vos étudiants, dans certains de nos moments, comment, dans des ateliers pour savoir comment on lève des fonds, pour, savoir ce que la réglementation, va faire à l'écosystème, toutes sortes de choses. Et puis aussi faire que quelques bypass, pour certaines de vos startups à la cérémonie, de Cube3 qui aura lieu, le 30 avril prochain et sur laquelle vous êtes aussi partenaire. Donc voilà, toute, une logique, d'accompagnement, simultané, et dans la continuité de ce que vous faites et ce qu'on récupérera derrière. Donc, bah, très content, que tu sois là et de te faire, visiter ces locaux. Ils te plaisent ces locaux? Je les adore. Bon, bah, c'est bon. Parfait alors. Tu as un parcours un peu particulier. Auparavant, tu étais chez Cryptost et aujourd'hui, tu as créé Cube3. Pourquoi cette décision? Pourquoi as-tu créé Cube3? Moi, j'ai toujours évolué dans les milieux qui me faisaient le plus, kiffer. Donc à une époque, c'était les médias plutôt traditionnels. Je fais des passages, à Ouest France notamment, qui est un gros média, traditionnel. J'ai monté un média web, il y a, un paquet de temps maintenant avec, Hugo Décrypte, qui s'appelait Radio Londres, qui a fait quelques années. Et puis ensuite Cryptost. Aujourd'hui Cube 3. Pourquoi Cube 3? Parce que la logique de Cryptost, qui était du coup la chose la plus récente que j'ai faite, c'était du B2C. Donc vraiment, participer à l'explication de cet écosystème et de cette industrie pour lesquels j'ai beaucoup de convictions comme toi aujourd'hui. Et notre meilleure manière à ce moment-là pour moi de l'exprimer, c'était de le partager avec le plus grand nombre. Et un média, comme Cryptos me paraissait le médium le meilleur. Expliquer, démocratiser, accompagner et justement, accompagner ensuite, bah, les personnes qui ont envie d'aller plus loin, les personnes que cet écosystème, a convaincu. On dit souvent: «Tu viens pour l'argent, tu restes pour la tech». Et c'était de me dire: «Bah, moi aussi, du coup, je vais basculer côté tech et accompagner les startups et les entreprises, qui ont envie de se lancer». C'était une activité différente de celle de Cryptost, donc il a fallu, tout refaire, tout recréer, tout, faire un nouveau business model, une nouvelle société. Et donc c'est ce que j'ai fait, et Cube3 donc maintenant a 1 an et 3 mois. Donc ça 1 an. commence à Ouais. être, gentiment à passer les steps, des années fatidiques, mais c'est cool, ça commence à devenir un bébé qui commence à marcher tout seul. Il ne pleure plus la nuit et c'est déjà ça change déjà toute la vie. Déjà, c'est important. Tu disais que Cube3 fêtait ses 1 an et 3 mois. C'est déjà la saison 2 de Building Public et Tout à fait. quel impact as-tu vu, de ton côté et des startups incubées, chez Cube3? En fait, Building Public, c'est donc, la série qu'on produit ici et qui met en avant nos startups et qui correspond à la troisième partie, de ma vision qui est donc, structurée, financée, propulsée. Ce qu'on a vu, avec, ces quelques mois, longs mois de recul, c'est vraiment le changement de l'industrie d'un point de vue de la réglementation. Autant quand, en 2022-2023, on a screené l'écosystème et on a pris le pari avec les entrepreneurs de s'associer pour avancer plus vite et plus loin. On prenait encore, nous, en tant que Cube3, le pari, d'aller accompagner des secteurs réglementés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué et des startups qui sont prometteuses, qui rentrent dans le champ d'application de la loi ou de la réglementation, on va être beaucoup plus, frileux ou, faire des due deals beaucoup plus importantes. Parce que le marché est aujourd'hui beaucoup plus compliqué à accéder pour une startup. Ça l'était encore en 2017, 2019, 2020 parce que ça a été une réglementation plutôt progressive. Maintenant, une jeune startup qui va lever 500 000 en pré-seed
pour, attaquer un secteur réglementé comme, je sais pas, les plateformes d'échange, bon, c'est extrêmement compliqué, voire c'est pas pertinent et donc notre job à ce moment-là, c'est de repivoter ces talents-là ou de regarder s'il y a pas un autre meilleur, une meilleure manière de faire, pardon, ou de le faire ailleurs. Mais donc c'est ça qui a beaucoup changé. Après nous, dans la manière d'accompagner les startups, on voit bien la volonté des jeunes entrepreneurs à aller vite et loin. Donc on les faut recadrer aussi un peu ses ambitions quand tu es un chef d'entreprise, un entrepreneur puis un chef d'entreprise. Ton temps, c'est la ressource la plus précieuse. Donc il faut pas les mettre, n'importe où. Et avec le recul, on a réussi à accompagner des boîtes qui étaient, prometteuses. On en avait 10 l'année dernière. Il y en a 4 qui continuent aujourd'hui à faire du chiffre d'affaires. L'année dernière, on avait des incubés et des accélérés. Donc parmi les incubés, on en a récupéré, 2 des 5 pour les passer en accélération cette année. Des accélérés de l'année dernière, il y en a 4 qui ont levé des fonds, un peu plus de 4 millions cumulés et qui aujourd'hui ont recruté, qui développent et qui crachent du chiffre d'affaires. C'est l'objectif premier d'un chef d'entreprise, d'une startup, cracher du chiffre d'affaires et puis de l'EBITDA et de ce point de vue-là, en fait, c'est, ô combien, un bon chiffre parce que dans le milieu, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement de startups, c'est des chiffres qui sont plutôt autour de 10-15-20 de réussite et du coup, on explose un peu ces records. Et donc c'est cool, c'est-à-dire que l'accompagnement de Cube, fait sens et que les startups qui build sur l'écosystème Web3 sont très résilients. Tu nous parlais de régulation, de temps qui est important pour les startups. Quelles étaient les plus grandes réussites et les obstacles qu'ont eu les incubés, les accélérés l'année dernière? La saison 1 de Cube 3 s'est fait dans un bear market, long et profond et compliqué et chiant, Mmh. qui du coup, aujourd'hui arrive à son terme et donc ceux de la saison 2 ont l'occasion de bâtir dans un écosystème où Bitcoin est à 100 000 balles, ce qui est quand même, change le paradigme quand ceux de l'année dernière l'ont dû, le faire avec des bitcoins beaucoup, beaucoup plus bas et le marché des actifs numériques qui n'intéressait pas grand monde. Donc le premier défi, c'était montrer que l'écosystème des cryptos était certes, pas forcément d'un point de vue capitalisation, très haut, mais que les innovations étaient là. Et moi, je pense que c'est dans les bear markets qu'on construit les meilleurs projets. Après, il faut savoir changer de tempo. C'est-à-dire qu'en bear market, tu construis, en bull market, surtout dans des marchés qui s'affolent comme aujourd'hui, tu as 3 à 6 mois, pour faire tes preuves, aller chercher tes investisseurs, aller chercher ta communauté et ensuite, bah, tenir cet acquis-là, sur le long terme pendant les marchés baissiers, mais c'est maintenant que ça se bâtit, c'est maintenant que ça se fait, c'est maintenant ou jamais, quoi, en gros. Donc il y en a qui auront vu les 2 puisque du coup, il y a des startups qu'on aura fait un peu en incubation, un peu en accélération, mais ceux de l'année dernière avaient vraiment ce défi-là. Le deuxième défi, c'était effectivement la régulation, c'est-à-dire que c'était très récent, MiCA n'était pas fini et j'ai eu beaucoup de discussions, au titre de Cube ou de, membres du conseil d'administration de l'ADAN, qui est l'association qui fédère un peu les professionnels du secteur et qui discute et qui fait du lobbying avec, les différents, ministres, les différents, régulateurs comme, l'AMF ou la CPR et ainsi de suite, pour justement cadrer les textes de loi. Donc c'était de qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce que sont les risques de ce qui existe aujourd'hui et comment les contrer et les cadrer sans tuer l'innovation? Donc il y avait ces 2 gros sujets. Le troisième, c'est, la preuve, d'utilité des projets et de Cube qui les accompagnait, parce que c'était, pour les 2 du coup la première fois. Cube 3 c'était sa première année et les projets qui étaient jeunes, bah, c'était leur première année, leur première fois par définition, d'aller chercher des fonds. Donc on est allé chercher en moyenne, on fait les pré-seed et les seed avec nos projets, c'est-à-dire on lève entre 400 000 et 2-3 millions d'euros. On a fait que des pré-seed pour l'instant qu'on a plus ou moins annoncés. J'attends toujours de pouvoir expliquer ce que font les porteurs de projets avec l'argent qu'ils lèvent. Dire: «On a levé 500 pour lever 500», pour moi, c'est toujours une bêtise. Donc on a levé, pas mal d'argent avec nos startups. On n'a pas forcément beaucoup ridé sur l'annonce parce que pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est de dire: «OK, on a levé 500 000, il y a 200 000 qui sont passés, dans, la réglementation. Il y a 100 000 qui sont passés pour recruter le mec, du web 2 ultra stratégique qu'il nous fallait, 150 000 qui sont passés dans l'acquisition client» et ça, c'est parlant. Donc on a quand même levé pas mal avec eux. C'est une preuve, intéressante de réussite et surtout, on va attaquer les phases de seed, c'est-à-dire la deuxième phase de financement, pré-seed, seed, où on va lever quelques millions et là, on s'adresse plus à des business angels, mais à des fonds d'investissement professionnels qui font des due diligence de fou. Et là, ça prouvera encore la valeur des boîtes, qu'on accompagne parce que on regarde beaucoup plus profondément les dossiers à ce moment-là, et c'est moins de la conviction des business angels, mais beaucoup plus du concret, de la part des VC puisqu'ils attendent un retour sur investissement qui est très cadré. Donc la phase de seed des boîtes qu'on accompagne et qui ont déjà eu leur pré-seed, elle est vraiment intéressante. Malgré le bear market, lors de la première saison de Building Public, vous avez réussi à
aux incubés à lever plusieurs millions d'euros. Quels sont les facteurs pour, ces startups-là d'attirer des investisseurs? Le premier facteur de réussite dans les stades de pré-seed, que regardent les investisseurs, c'est les bonhommes et les équipes. Sont-elles légitimes à porter, le projet pour lequel elles vont voir ces investisseurs? Et ensuite, sont-elles, délivrent-elles? C'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est en permanence choisir son cheval de bataille chaque jour. Chaque jour, gérer des problèmes, mais en fait, quand tu les résous, c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat et surtout, délivrer, délivrer, délivrer. Il y a de moins en moins cette facilité qui pouvait exister il y a des années où l'investisseur était facile d'accès parce que l'argent coûtait rien. Donc en fait, ça distribuait de partout et puis ensuite, il y en a un qui pétait et puis ça faisait que ça marchait. Ça, depuis la remontée des taux, ça n'existe plus. Ensuite, du coup, c'était les enseignes ou les personnes comme BPI France qui ont pris le relais de ce tarissement du financement privé, et ça se calme un peu aussi. On le voit avec les budgets 2025 qui tapent un peu dans les avantages, des startups. Donc on revient, parfois avec excès, donc c'est toujours, hein, une pendule, d'excès des 2 côtés, mais on revient plus proche de l'utilité, le délivrable, la légitimité. Donc nous, ce qu'on apprend à nos startups, c'est déjà, quand on les structure, c'est qu'il y ait, les statuts d'une société qui soient bien faites et les pactes d'associés qui soient bien faits, blindés. Ensuite, qu'ils fassent un truc concret, qui délivre un MVP, c'est-à-dire le produit le plus facile, le plus viable possible, des trucs, où on peut cliquer et interagir avec les smart contracts, avec, les différentes parties prenantes et qui soient légitimes à porter ce projet-là. Et ensuite, quand tu as ces 3-4 trucs-là, il suffit de faire un bon one pager, donc résumer rapidement et bien ce que tu, vends sur un papier et d'aller commencer à faire ton roadshow et en 3 à 4 mois de lever une somme, qui peut correspondre à un demi-million d'euros. C'est tout à fait accessible et encore aujourd'hui, quand c'est bien fait, bien porté et que ça délivre. Il faut vraiment pas que les gars, à ce moment-là, ils se disent: «On a fait le one pager, maintenant on va passer à faire de la com dans tous les sens». C'est la pire bêtise et la deuxième bêtise, c'est une fois qu'ils ont l'argent, de faire des stylos, de faire des autocollants et de dépenser mal l'argent parce que, il y a des gens dans le conseil d'administration qui regardent ça et comme c'est l'argent des investisseurs, il faut pas faire n'importe quoi. J'ai une dernière petite question. Ouais. Comment vois-tu Cube 3 dans 3 ans? Ça, c'est la grande question. Tu sais, il faut déjà Question regarder, piège. ouais, exactement, au jour le jour, une start-up et puis à la semaine, au mois et à l'année. 3 ans, ça me paraît être suffisamment loin pour effectivement commencer à regarder la version long terme de la chose, même si c'est plutôt du moyen terme. Cube 3 dans 3 ans, sera, ou en tout cas on travaille pour ça, un accélérateur, qui aura propulsé suffisamment de start-up pour avoir 2 gros bras armés. Le premier, c'est de continuer, d'accompagner cette innovation sur, la France, l'Europe, le monde. C'est-à-dire, en fonction de comment va se passer la réglementation, on va aussi, accompagner d'autres endroits, où l'innovation pourrait naître. Et la deuxième, c'est qu'on va du coup, comme tu le sais, on prend des participations minoritaires dans les startups qu'on accompagne, toujours moins de 5. Mais c'est que du coup, on aura aussi à ce moment-là, un portefeuille de startups prometteuses qu'il faudra continuer d'accompagner dans notre rôle de conseil d'administration. Et donc je vois bien cette dualité continuer d'exister. D'un côté, accompagner l'innovation qui sera vraiment tout un segment et de l'autre partie, le segment de accompagner nos talents, sur des phases de financement et des cycles de vie beaucoup plus lointains, et continuer à ce qu'on passe le plus possible ces fameuses phases de start-up à, très petite entreprise, à moyenne entreprise, à, potentiellement grand groupe ou rachat de grand groupe et faire en sorte qu'on ait de plus en plus de grosseur à la boule de neige et que ça soit pas, quelques petits projets par-ci par-là qui fonctionnent, mais qui restent dans leur coin. Qui est vraiment cette, augmentation à chaque fois de taille, d'ambition, de rayonnement de marché et d'équipe. Est-ce que le prochain Facebook viendra de Cube 3? C'est trop centralisé pour que je te dise oui. Je pense qu'on aura des gros projets qui seront, sortis de Cube 3. Je pense, et c'est ma thèse aussi, que ce sera des projets Web3 du quotidien, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas forcément l'apologie du Web3 et de la blockchain, mais qui l'utiliseront comme n'importe quelle, tech la plus propice et la plus pertinente pour faire tourner la machine. Je pense à Memory Connect qui, est en train de révolutionner de manière fulgurante et frontale le contrat obsèque. Qu'est-ce que vient foutre la blockchain là-dedans? Eh ben, plus de transparence, plus de fluidité et essayer de combattre avec la finance, décentralisée, je sais pas, l'inflation, ce genre de choses. Je pense à Dogo qui est en train de créer, pareil, une nouvelle classe d'actifs qui est la classe, de l'énergie renouvelable. Tu pourras acheter un kilowattheure,
d'énergie future pour financer les fermes éoliennes et solaires d'aujourd'hui et demain, si on nous fait sauter, je ne sais quelle, sécurité sur les paiements ou sur, le plafonnement, de l'électricité, que tu puisses aussi, si le prix s'envole, être «content» entre guillemets qu'il s'envole parce que tu te hedges d'une manière en ayant 1 kWh d'énergie et tu génères un rendement de 8 à 12 en détenant ce token. Donc tu finances la ferme éolienne et solaire à côté de chez toi ou en France ou en Europe et en plus c'est rentable et en plus tu te hedges et ça pareil, c'est la blockchain et la tokenisation et il y a plein, d'entreprises dans leur domaine B2C, B2B qu'on construit ici avec, les équipes et qui cartonneront, j'en suis sûr. Ça s'appellera pas Facebook, quoique je crois beaucoup aux réseaux sociaux décentralisés. Génial. Merci beaucoup Valentin pour Merci cet Maxime. épisode et on se retrouve pour un prochain épisode des podcasts. À bientôt.